On a 40 participants jusqu'à maintenant. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, on va voir ensemble le dernier chapitre avec moi. C'est ce qu'on appelle les convulsions épilepsie de l'enfant. Très bien, donc on va commencer. Apparemment, ça marche. Donc, on va commencer. Comme j'ai dit, qu'on va faire aujourd'hui convulsion, donc épilepsie de l'enfant. C'est un chapitre qui est un petit peu long. Je vais essayer un petit peu de résumer au maximum. Les objectifs d'aujourd'hui, c'est de reconnaître, ou bien c'est de faire un diagnostic d'une crise convulsive chez un enfant, quel que soit son âge. On va voir qu'il y a des particularités en rapport avec l'âge. C'est pas pareil pour le nouveau-né et pour l'enfant plus grand. On va un petit peu connaître la physiopathologie des convulsions de l'enfant, connaître les principales étiologies, prendre en charge un nouveau-né avec des convulsions, c'est pas la même chose, et prendre en charge un nourrisson avec des convulsions fébriles. Parce que par la suite, on va voir que la première étiologie des convulsions du nourrisson, c'est ce qu'on appelle les convulsions fébriles. Donc, par définition, les convulsions, c'est quoi? Ce sont des contractures brusques et involontaires. C'est involontaire hein, de la musculature striée. Donc, c'est la cause la plus fréquente d'hospitalisation du petit enfant en urgence. Hein. Dans la moitié des cas, la crise est déclenchée par la fièvre, surtout chez le nourrisson, et l'évolution est généralement bénigne. Hein. Certaines affections occasionnelles, infectieuses, comme les méningites ou bien les méningoencéphalites, traumatiques comme les traumas crâniens, ou bien métaboliques comme l'hypoglycémie et l'hypocalcémie, sont une cause qui est fréquente des convulsions, surtout en bas âge. Enfin, les épilepsies, c'est-à-dire la maladie épileptique, sont rares chez le nouveau-né et le nourrisson, comparées par rapport au grand enfant. Donc, l'épilepsie est l'une des étiologies des crises convulsives chez l'enfant. Par définition, on va voir c'est quoi une crise épileptique et c'est quoi une crise convulsive. La crise épileptique, c'est une crise qui constitue l'expression clinique d'une décharge excessive, paroxystique et synchrone d'une partie ou bien de toute la population neuronale. Elle peut comporter des manifestations motrices, sensitives, sensorielles, psychiatriques ou bien neurovégétatives. Elle est associée ou non à des altérations de l'état de conscience. Par contre, la crise convulsive est une crise épileptique, mais elle se caractérise par son expression qui est purement motrice et son caractère qui est occasionnel. Par contre, l'épilepsie, c'est une affection. L'épilepsie, c'est une maladie qui se caractérise, Par contre, l'épilepsie, c'est une affection qui est chronique, c'est une maladie, c'est une pathologie, qui se caractérise par la récurrence, ça veut dire la répétition de plusieurs crises épileptiques. Cette épilepsie peut être symptomatique, ça veut dire en rapport avec une lésion ou bien une malformation au niveau du système nerveux central, comme elles peuvent être idiopathiques, c'est-à-dire le cerveau est normal, ça veut dire l'IRM est normal, et généralement, on va dire qu'elle est d'origine génétique. Physiopathologie. Donc, on va voir ensemble que l'expression clinique des crises convulsives ou bien de l'épilepsie,
elle est variable en fonction de l'âge. Et on va voir pourquoi elle est variable en fonction de l'âge, parce qu'elle est en rapport avec tout ce qui est développement cérébral. Chez le nouveau-né, le cerveau est caractérisé par quatre ordres de phénomènes. On a une migration incomplète des neurones, on a un contact dendrite-axone qui est incomplet, on a une myélinisation qui est incomplète et on a un développement des structures sous-corticales. Tout ça, ou bien tous ces phénomènes, vont engendrer soit des décharges électriques focales, soit plus fréquemment des équivalents convulsifs, mais jamais de crise généralisée parce qu'on a une migration qui est incomplète et on a un contact dendrite-axone qui est incomplet, ce qui ne va pas engendrer donc une propagation généralisée de cette crise convulsive. Chez le nourrisson, le cerveau est en pleine maturation, comme l'atteste l'augmentation rapide du périmètre crânien. Donc, on a une augmentation rapide du périmètre crânien du nourrisson durant les premières années. Et donc, le cerveau est en pleine maturation. Et par ailleurs, il est très excitable, le cerveau du nourrisson. Et ce qui va donc engendrer rapidement une crise convulsive devant toute agression du système nerveux central, au cours d'une infection, par exemple, au cours d'un traumatisme, ou bien au cours d'un problème métabolique, même au cours d'une fièvre. Chez le grand enfant, on note une diminution progressive de l'excitabilité. Et les crises sont rares en l'absence de substratum anatomique. Le grand enfant ne convulse pas rapidement. De la règle de pratiquer un bilan neuroradiologique systématique à la recherche d'une lésion chez le grand enfant. Pardon? Le diagnostic positif. Le diagnostic positif d'une crise convulsive est clinique. Hein? Et il est clinique. Un petit message, on va voir. Donc, je vais répondre au fur et à mesure aux questions et à la fin de ce chapitre, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, parce qu'on n'a que 20 minutes maximum pour un chapitre pareil, et je vais vous répondre. Grand enfant, c'est à partir de 2 ans. Hein. Donc, on est arrivé au diagnostic positif. Donc, le diagnostic positif d'une crise convulsive est clinique. Comment il est clinique? Il repose sur la reconnaissance de la crise elle-même. Le diagnostic sera facile si la crise est constatée par un médecin. Mais, dans le cas contraire, c'est à l'interrogatoire qu'on peut faire un diagnostic d'une crise convulsive. Après l'interrogatoire, généralement, on va chercher quelques éléments ou bien quelques signes cliniques, ce qu'on appelle les signes post-critiques immédiats, qui vont aider un petit peu à faire un diagnostic d'une crise convulsive. Par exemple, on peut trouver en post-critique une hydréase réactive, on peut trouver une blessure de la langue, on peut trouver un signe de Babinski bilatéral, on peut chercher ce qu'on appelle la classique perte d'urine qui se voit en post-critique généralement, surtout dans les crises généralisées. Ces signes généralement témoignent de la réalité du survenu d'une crise. Mais si on assiste à la crise, si un médecin assiste à la crise, c'est plus facile de connaître une crise convulsive. Et les différents types de convulsions sont répertoriés dans la classification internationale. Il y a une classification internationale des crises épileptiques. Et on classe les crises épileptiques en ce qu'on appelle les crises généralisées et les crises partielles. On a aussi les crises du nouveau-né, qu'on va aller voir par la suite, et l'état de manque convulsif. Commençons par les crises généralisées. Pourquoi on dit une crise généralisée? Parce que ce sont des crises qui se caractérisent par généralement une altération de l'état de conscience avec des phénomènes moteurs bilatéraux. Et le type de description qu'on va le voir aujourd'hui, c'est la crise tonico-clonique généralisée.
ce qu'on appelle classiquement le grand mal. Elle constitue le type de description des crises généralisées. C'est l'apanage du grand enfant généralement et de l'adolescent. Cette crise est rare avant l'âge de 3 ans et elle ne se voit jamais à la période natale. Comme on a dit que le nouveau-né ne fait presque plus de crise généralisée. Et on a dit pourquoi. La crise grand mal évolue en 3 phases. On a la phase tonique, on a la phase clonique et on a la phase résolutive. La première phase, c'est la phase tonique. Elle est très brève, c'est 10 à 30 secondes. Elle est parfois précédée par des prodromes, comme la sensation d'étouffement, la sensation de mal-être, et elle est annoncée généralement par un cri chez l'enfant. Ce cri est en rapport avec un laryngospasme, et elle est caractérisée par l'enraidissement. Donc, c'est une crise tonique, c'est l'enraidissement de tout le corps, avec une hyperextension des 4 membres. Elle est accompagnée d'une révulsion des globes oculaires, avec un accès de cyanose. Donc, c'est un accès tonique des 4 membres. La deuxième phase, elle est plus prolongée, c'est la phase clonique. C'est 30 secondes à 2 minutes à peu près. Elle succède à la première crise, à la première phase, pardon, et elle est caractérisée par la succession de secousses musculaires. Ces secousses musculaires sont bilatéraux, au niveau des membres, au niveau de la face, avec morsure généralement du bord latéral de la langue. La troisième phase, qui est la phase résolutive, elle annonce la fin de la crise. Elle est caractérisée par une respiration bruyante, stertoreuse, avec une hypersécrétion bronchique. On peut avoir une mousse aux lèvres, un accès de cyanose, bien sûr, avec un relâchement musculaire complet, avec un relâchement sphinctérien qui est responsable du classique perte d'urine qui se voit dans les crises convulsives. Après, le type de description qui est la phase, qui est la crise tonico-clonique généralisée, on peut avoir une crise généralisée, mais c'est une crise qui est tonique seulement. Il n'y a pas la phase clonique, il n'y a pas la phase résolutive. Cette crise tonique se caractérise par un accès hypertonique qui est parfois en flexion, mais généralement en extension, de l'accès du corps et des 4 membres, avec une fixité du regard ou bien une révulsion des globes oculaires, avec parfois une déviation latérale et conjuguée de la tête et des yeux. Dans les crises généralisées, on peut avoir une crise clonique, tout simplement, sans crise tonique. C'est ce qu'on appelle les crises cloniques généralisées. Ce sont des secousses musculaires ou bien des contractions musculaires répétées qui prédominent généralement aux membres supérieurs, parfois au niveau du visage, et qui peuvent s'accompagner parfois d'apnée ou bien d'accès de cyanose. La crise myoclonique, ce sont des secousses musculaires, mais qui sont très brèves, qui prédominent aux racines des membres, qui ressemblent à des sursauts et qui peuvent être provoquées par un bruit, parfois même. Les crises hypotoniques, ce sont des crises brèves et qui se caractérisent par la rupture brusque de contact avec chute de l'enfant. Pardon? Après les crises généralisées, donc on a dit qu'il y a des crises généralisées, on a vu les crises tonico-cloniques généralisées. Je vais vous répondre aux questions à la fin de ce chapitre. Donc, après les crises généralisées, qui sont des crises soit la crise grand mal tonico-clonique généralisée, soit une crise tonique généralisée, soit une crise clonique généralisée, la crise myoclonique, la crise hypotonique, on a les crises partielles. Qui dit partielles, ça veut dire que ce sont des crises focales, ne sont pas bilatéraux, et généralement, ce sont des crises qui ne s'accompagnent pas d'altération de la conscience. Et les manifestations cliniques sont en fonction du groupe neuronal ou bien sont en fonction du lobe qui est touché. Soit le lobe frontal ou bien la crise frontorolondique, ce sont des crises motrices avec troubles du comportement, soit les crises pariétales qui se manifestent par des manifestations sensitives, soit occipitales par des manifestations visuelles, soit temporales
par des convulsions avec aphasie ou bien trouble de langage. Ces crises peuvent être comme ça, focales, mais peuvent être comporter une association de phénomènes moteurs, soit de phénomènes automatiques et végétatifs. Et dans ce cas, on va parler de crises partielles complexes. Ces phénomènes moteurs peuvent être des clonies, J'ai un petit problème avec le son. Tout à fait normal. OK, donc je vais finir. Je vais continuer. Et donc, comme j'ai dit que les crises partielles, donc j'ai dit que les crises partielles peuvent être donc simples, comme elles peuvent être complexes, et elles comportent des phénomènes moteurs, comme les clonies des paupières et des commissures labiales, avec une déviation conjuguée de la tête et des yeux, automatiques comme une fixité du regard, et végétatifs comme une médréase, une cyanose, une bradycardie, une tachycardie, une hyperpnée et apnée. Pardon? Chez le nouveau-né, comme j'ai dit, ne fait pas beaucoup de crises convulsives généralisées et il y a une classification chez le nouveau-né qu'on appelle la classification de Volpe. On a les crises focales, les crises multifocales, les crises toniques, les crises cloniques et les crises myocloniques qui sont rares. Étant donné, comme j'ai dit, le développement des structures subcorticales, on assiste le plus souvent à des équivalents convulsifs, comme un clignement des paupières, mouvement de mâchonnement, mouvement de pédalage, ou bien de rage au niveau des membres supérieurs. Et on peut avoir même des troubles vasomoteurs, comme les accès de cyanose, les accès de pâleur et les accès d'érythrose. L'état de mal convulsif, il se définit par la survenue d'une crise unique ou bien de plusieurs crises successives subentrantes qui durent plus de 15 à 30 minutes et sans reprise de la conscience. Il s'agit vraisemblablement d'une urgence médicale qui nécessite une prise en charge immédiate. Je vais aller plus vite un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On est presque à 20 minutes déjà. Sur le plan diagnostic différentiel, on a le diagnostic différentiel de crise convulsive se pose beaucoup plus avec les tribulations, avec ce qu'on appelle le spasme de sanglot chez le nourrisson. Le spasme de sanglot, c'est le principal diagnostic différentiel. Donc, il se déclenche par une contrariété généralement, une crise de colère ou bien une peur. Ce sont des nourrissons entre 6 et 18 mois. Les enfants commencent à pleurer pendant quelques secondes, puis ils font un blocage respiratoire en expiration, donc qui peuvent donner une cyanose, parfois une perte de conscience, et l'enfant parfois il devient hypotonique, voire même hypertonique. Et c'est un vrai diagnostic différentiel avec les crises convulsives de l'enfant. On a aussi les myoclonies d'endormissement et les myoclonies de sommeil qui peuvent prêter confusion.
on a les syncopes aussi, on a les reflux gastro-œsophagiens chez l'enfant, et on a la classique crise d'hystérie qui est volontaire chez l'adolescente. Sur le plan étiologique, l'enquête étiologique repose sur l'anamnèse, sur l'examen clinique, sur les examens paracliniques. Sur le plan anamnestique, il faut toujours chercher les antécédents d'épilepsie ou bien de convulsions fébriles, la notion d'asphyxie périnatale et la notion d'un retard aux acquisitions psychomotrices ou bien une régression psychomotrice. La notion de crise antérieure, bien sûr. Sur le plan clinique, il faut bien examiner l'enfant, examen appareil par appareil, sans oublier l'examen neurologique et sans oublier la prise de la tension artérielle chez le grand enfant. Sur le plan paraclinique, sans trop tarder, le bilan biologique n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf chez le petit nourrisson, bien sûr après l'examen clinique. On va demander surtout une glycémie, on va demander une calcémie, on va demander une natrémie parce que l'enfant peut convulser par une hyponatrémie. Sinon, le reste de l'examen n'a pas beaucoup d'intérêt. Le EEG a un intérêt si on suspecte une épilepsie, bien sûr, si on à travers l'interrogatoire, à travers l'examen clinique. Sinon, le EEG n'a pas beaucoup d'intérêt dans une crise occasionnelle. Si on a une étiologie, si on a une hyponatrémie, une hypoglycémie, une hypocalcémie. Donc, le EEG n'a pas beaucoup d'intérêt. Pareil pour l'imagerie cérébrale. On demande un scan généralement d'urgence. Si on a des signes qui orientent vers une étiologie organique, ou bien surtout si on suspecte un traumatisme crânien chez le nourrisson, mais sinon, n'a pas beaucoup d'intérêt. Sinon, si on suspecte une épilepsie maladie, si on suspecte une lésion, etc., on va demander généralement une IRM mais pas la TDM. L'examen du LCR en absence de fièvre n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, il sera demandé, surtout si on suspecte une méningite chez l'enfant ou bien une méningoencéphalite. Pour les étiologies, on classe les étiologies en fonction de l'âge. On a le nouveau-né, le nourrisson et le grand enfant. On va voir que chez le nouveau-né, ce qui prédomine, c'est surtout les troubles métaboliques, comme l'hypoglycémie, comme l'hypocalcémie, comme l'hypomagnésémie. Donc, on a donné la définition de l'hypoglycémie, de l'hypocalcémie et de l'hypomagnésémie. Chez le nourrisson, ce qui prédomine, c'est ce qu'on appelle les crises fébriles ou bien les convulsions fébriles. Ces convulsions avec fièvre peuvent être en rapport avec une infection intracrânienne, c'est surtout les méningites et les encéphalites, comme peuvent être en rapport avec une infection extracrânienne. C'est surtout ce qu'on appelle les convulsions fébriles. Comme j'ai dit, c'est l'entité la plus fréquente chez le nourrisson. Généralement, ce sont des convulsions fébriles qui, dans la plupart du temps, elles sont bénignes ou bien simples. On va passer. Donc, je vais vous expliquer la différence entre les convulsions fébriles. On a les convulsions fébriles simples et les convulsions fébriles complexes. La différence est en matière de l'âge, en rapport avec l'âge, la durée de la convulsion, est-ce qu'il n'y a pas de signe de focalisation et l'examen neurologique. Les convulsions fébriles simples, généralement, c'est plus de 12 mois l'âge. La durée, c'est moins de 15 minutes. Généralement, pas de signe de focalisation avec un examen neurologique qui est normal. Pour les complexes, l'âge est généralement moins de 12 mois. La durée, c'est plus de 15 minutes. Les signes de focalisation sont généralement présents et l'examen neurologique est généralement anormal. Chez le nourrisson, on peut avoir des causes métaboliques aussi, comme l'hypocalcémie, l'hypoglycémie, etc. Chez le grand enfant, généralement, on a la maladie épileptique aussi, et on a aussi des crises occasionnelles, comme chez le nourrisson, on peut avoir une méningite, on peut avoir une méningoencéphalite, on peut avoir de l'HTA, on peut avoir une tumeur cérébrale, comme on peut avoir de l'épilepsie maladie. Sans trop tarder, parce que vous pouvez poser des questions par la suite. Le traitement. Le traitement, c'est la mise en condition, bien sûr. C'est la position de sécurité du cubitus latéral gauche, la perméabilité des voies aériennes supérieures, l'oxygénothérapie, prendre une voie d'abord, et
arrêter la convulsion. Chez le nourrisson et le grand enfant, en général, chez le nourrisson et le grand enfant, en général, on utilise du diazépam, qui est le Valium. La dose, c'est 0,5 mg kilo. Dose, sont dépassés les 10 mg et sont dépassés la dose de 1,5 mg par kilo et par jour. Généralement, la crise, elle va céder en général par le Valium. Pour le traitement spécifique, on va parler un petit peu des convulsions fébriles. Pour les convulsions fébriles simples, il n'y a pas de traitement au long cours. Généralement, c'est le traitement de la fièvre. Il faut expliquer les parents les mesures de prise en charge de la fièvre et le traitement de l'étiologie de cette fièvre se fait largement. Et le traitement de la crise, comme j'ai dit, généralement, c'est soit le Valium, soit le Midazolam, soit en... Pour les convulsions fébriles complexes, généralement, on va hospitaliser l'enfant, on peut demander un bilan biologique qui est infectieux. Généralement, on demande une PL. La PL, elle est systématique chez l'enfant de moins de 2 ans, en général, pour éliminer le méningite, bien sûr. Et la prise en charge, elle est variable. On donne généralement du diazépam pour arrêter la convulsion. Et généralement, on donne un traitement au long cours à base, par exemple, de valproate de sodium, qui est la dipakine. Pour les méningites bactériennes, on donne généralement un antibiotique, on donne généralement du céfotaxime, bien sûr. Pour les encéphalites herpétiques, on donne de la cyclovir. Pour tout ce qui est convulsion sans fièvre, pour l'hypocalcémie, on va donner du gluconate de calcium. Pour l'hypoglycémie, on va donner donc du G10 en IV. Pour l'hypomagnésémie, on va donner du sulfate de magnésium. Pour l'hyponatrémie, on va corriger avec du NaCl. Pour l'HTA, on va traiter l'HTA. Et pour ce qui est un hématome subdural, on va adresser l'enfant en neurochirurgie. Pour le nouveau-né, après la mise en condition, bien sûr, on n'utilise pas le Valium. Pour le nouveau-né, on n'utilise pas le Valium. Le Valium est déconseillé. Généralement, on utilise ce qu'on appelle le phénobarbital, qui est le Gardénal. Le phénobarbital, il se donne à la dose de 20 mg par kilo en IV. On peut répéter 2 fois la prise de phénobarbital, mais sans dépasser les 40 mg par kilo. Par la suite, on va passer à une dose d'entretien qui est de 3 à 5 mg par kilo et par jour, 12 à 24 heures après la dose de charge. Comme j'ai dit que le diazépam est déconseillé chez le nouveau-né parce qu'il peut engendrer une dépression des centres respiratoires et donc ça peut être grave. Donc j'ai fini. J'attends vos réponses. Je pense qu'on a que 7 à 5 minutes pour poser des questions. C'est un chapitre un petit peu lent et on ne peut pas le faire dans 20 minutes. Hein. Donc, j'attends vos questions. Bon, première question, savoir à chercher le type de la crise généralisée. Est-ce qu'il a un intérêt pratique? Bien sûr, il a un intérêt pratique. C'est pas dans la crise convulsive en urgence. Le traitement est le même. C'est le diazépam, c'est le Valium. Mais il a un intérêt pratique en matière de prise en charge au long cours. Parce que la prise en charge n'est pas la même en matière d'épilepsie. Si vous avez une crise généralisée, c'est une molécule. Et si vous avez une crise partielle, c'est une autre molécule. J'attends toujours vos questions. Hein. Oui, c'est un petit peu trop rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un substratum anatomique, ça veut dire une lésion anatomique au niveau du cerveau. La cause des spasmes de sanglots, c'est les crises de pleurs, c'est les crises de contrariété,
Donc l'enfant va pleurer, 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 et donc il va faire ce qu'on appelle un blocage expiratoire, ce qui va engendrer donc une petite mauvaise circulation cérébrale et ce qui va engendrer ce classique spasme de sanglots. Le mail, c'est au niveau du site de e-learning. Hein, donc, on a mis notre mail là, dans les cours. Hein. On n'a pas beaucoup de contre-indications au diazépam. La seule contre-indication, on dit que c'est. Il n'y a pas de contre-indication. Le diazépam est déconseillé chez le nouveau-né. Il est déconseillé si on a une pathologie respiratoire parce que ça peut engendrer des problèmes respiratoires et un arrêt respiratoire par la suite. Mais il n'y a pas de contre-indication vraie au diazépam. Hein. C'est l'âge beaucoup plus. Il nous reste 5 minutes. Hein. Donc, en absence de prise en charge, ces cris peuvent persister à vie. Non. Donc, si on va parler d'une crise aiguë, donc d'une crise convulsive en urgence chez un enfant, on doit traiter parce que ça peut passer vers un état de mal convulsif. Il ne faut pas laisser un enfant en train de convulser. Mais en matière d'épilepsie, la discussion se pose parce que chez un enfant qui fait une crise tous les 6 mois ou bien tous les 12 mois, est-ce que ce serait pas sage de le laisser tranquille? Et si l'enfant fait une crise toutes les semaines ou bien une crise tous les mois, il faut traiter. Une crise convulsive fébrile peut engendrer des répercussions à long terme. Non, elle ne fait pas des répercussions au long terme, mais l'enfant a de fortes chances de faire une épilepsie par la suite, hein, après 5 ans, surtout lorsqu'il s'agit de crises convulsives complexes. La différence entre traitement de crise généralisée et partielle. Il n'y a pas de différence en matière de crise, ou bien en matière de crise convulsive en urgence, mais la différence est entre une épilepsie généralisée et une épilepsie partielle. La différence, bien sûr, existe parce que si on a une épilepsie généralisée, le choix, c'est le valproate de sodium, mais si on a une crise partielle, généralement, le choix, c'est le tegretol. Pourquoi on insiste sur la tension artérielle? Bien sûr, on insiste sur la tension artérielle chez le grand enfant parce qu'une HTA ou bien une crise hypertensive peuvent donner donc une crise convulsive. Et si on ne traite pas la tension artérielle, l'enfant va continuer à convulser. Donc, il vous reste 2 minutes. Bien sûr, ça peut aider. Est-ce qu'il est important de rechercher des antécédents familiaux de crise? Bien sûr. Il faut toujours chercher parce que ça peut aider dans le diagnostic et dans la prise en charge par la suite. Parce que dans les crises génétiques, on a toujours des antécédents de crise dans la famille. Donc, il vous reste 2 minutes. Comme j'ai dit, comme mon adresse mail est dans le site e-learning. Hein. Si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de problème par mail. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à l'IRM si on suspecte une épilepsie maladie? On cherche une lésion. Hein. Et la prise en charge, elle n'est pas la même. Donc, il vous reste 1 minute 46. Merci. C'était un petit peu rapide, mais on n'a pas le choix. Hein.
L'IRM est plus performante dans tout ce qui est lésion cérébrale. Il vaut mieux, lorsqu'on suspecte une maladie épileptique, on demande l'IRM. Mais dans les cadres de l'urgence, si on a un enfant qui est suspect d'une lésion cérébrale, dans le cadre de l'urgence, on demande généralement un TDM cérébral. Hein. OK.